Bel bonjour, si c'est pour parler l'épisode 3, aujourd'hui je suis avec Quentin qui est venu avec son petit bijou. À tout de suite. Quentin. Salut. Salut, comme on dit chez moi, ça vous fait? Ça veut dire comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Dès que c'est pour parler de voiture, moi je suis bien. Surtout dans un cadre comme ça. Ouais, beau petit cadre. Ouais, franchement, je suis bien, ouais. Ok. Ouais. Eh ben je suis très bien aussi. Ouais, super alors. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu du concept posé comme ça Qu'est-ce que tu en penses? Moi, si je t'ai proposé de tourner, c'est que je trouve le concept vraiment cool. Ok. C'est toujours bien de pouvoir discuter de voiture. Il y a plein de choses à dire. Et puis là, discuter tranquillement dans un cadre sympa, ça change déjà des concepts de juste de filmer comme on peut voir beaucoup juste la voiture. Et puis ça permet d'avoir les opinions des gens qui possèdent ces voitures. Donc, moi, je suis fan du concept. Moi, super, d'accord, pas de souci. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Hein. Ouais, merci de m'accueillir. Parler de voitures et de japonaises, ça, nous sommes tous les deux passionnés de véhicules japonais. C'est ça. Donc là, on a pas mal de choses à dire. Ouais. Dis-nous un peu plus, parle-nous un peu plus de ta passion. Alors, comment ça t'es venu? Ouais. Alors, comment ça m'est venu je pense pas que ça soit très original par rapport aux autres gens de mon âge. Donc moi, je suis en 2002, je suis un petit jeune. Moi, ça a commencé fatalement en jouant aux petites voitures quand j'étais tout petit, je pense. Après, du coup, j'ai adhéré, on va dire. Après, j'ai commencé à regarder la télé, j'ai vu les premières émissions de voitures, notamment Top Gear UK avec les trois animateurs. Okay. J'ai commencé à apprécier. Puis après, c'est les jeux vidéo ensuite. Ouais. Et puis après, voilà, c'est tous les jeux vidéo. Donc, moi, grand fan de Need for Speed quand j'ai commencé à jouer sur la PS2, ensuite sur la PS3. D'accord. Après, Gran Turismo aussi, c'était super. Que des bons souvenirs sur ces jeux-là. Et puis après, des jeux de rallye, des jeux de F1, tout ça, quoi. Et puis pareil, j'ai des amis qui aiment beaucoup les voitures. Moi, ma famille, elle est pas du tout voiture. Je tiens pas du tout ça de mon père ou de ma mère. Et donc ça s'est fait comme ça, avec des amis, on discutait voiture, on parlait voiture, on jouait voiture, et puis voilà. Vous mangez voiture, vous buvez voiture. C'est ça, à la Fast and Furious un peu. D'accord. Donc voilà. Ouais, donc c'est des parties de jeux vidéo entre vous, des choses comme ça. C'est ça. C'est le plaisir d'arriver sur Gran Turismo et de voir une panoplie de voitures immenses, de pouvoir toutes les essayer, de voir les émissions de voitures, tout ça, quoi. Donc, ça t'a donné envie. C'est ça. Je pense que c'est un peu inné parce que dès que j'étais tout petit, depuis que je suis tout petit, en fait, j'adhère à ça. Alors, quand on m'a mis des petites voitures entre les mains, j'ai tout de suite adoré. Et puis, je sais pas. Je pense que c'est un peu inné. C'est difficile à expliquer. C'est ce que. C'est ce que je disais dans ton épisode avant, je crois, avec la 350Z. C'est ce qu'il expliquait aussi. C'est ça. Un peu une passion innée, on l'a ou on l'a pas, et puis après ça s'entretient forcément avec tous les petits trucs, je pense. C'est ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi voilà. En tout cas, je suis d'accord. Une passion, c'est pas facile de l'expliquer. Déjà, c'est pas facile de l'expliquer à quelqu'un qui la partage, mais encore moins facile de l'expliquer à quelqu'un qui ne la partage pas. C'est ça. La personne qui ne la partage pas, elle va te regarder avec de grands yeux. Pour cette personne, c'est pas forcément quelque chose d'évident. D'intuitif, ouais, je suis d'accord. Et toi, en tant que passionné, au bout d'un moment, en fait, tu sais plus comment expliquer à quel point tu es passionné par le truc. Ça n'a pas l'air rationnel. Enfin, quand on en parle et tout, on dit j'aime les voitures. Alors ça a un côté un peu, on pourrait dire beauf pour certains, ceux qui connaissent pas, quoi. Mais non, ça s'explique par le fait que ça nous rend heureux, que c'est plaisant, que on aime les moteurs, on aime les voitures. C'est un objet, c'est des beaux objets, quoi. C'est comme, je dirais, quelqu'un qui aime la musique, qui aime bien les instruments de musique, qui aime bien jouer de la guitare, qui aime bien des choses comme ça. En fait, on peut avoir plein de passions et puis ne pas savoir forcément les expliquer. C'est juste quelque chose
quand on en parle, quand on pratique, ça nous plaît, ça nous rend heureux, et puis il n'y a pas forcément d'explication. Ouais. C'est vrai que c'est difficile à expliquer un peu cette Ouais, en cette fait, passion. j'ai pour habitude de dire qu'une passion ne s'explique pas. Ouais. Alors évidemment, je généralise, hein, on peut expliquer ce qu'on aime dans la passion, mais pourquoi on est passionné, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse à ça. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui ont la réponse, mais moi je ne l'ai pas. C'est comme tu as dit, c'est quelque chose qui est en toi, et tu sais pas pourquoi c'est en toi en fait. En ce qui me concerne, c'est enfin pareil, hein, j'ai eu des jouets, j'ai eu des voitures, etc. Hein, voitures télécommandées. Mais je jouais, c'est tout. Je n'avais pas encore, je pense, la fibre pour ça. Et ça m'est venu après, après l'adolescence. C'est là que j'ai commencé à prendre goût vraiment, tu vois. Ouais, je pense que je partage un peu la même chose que toi. C'est-à-dire que quand j'étais petit, que je jouais aux voitures, je me disais pas forcément, ouais, j'aime ça. Mais effectivement, c'est à l'adolescence où, ouais, t'as raison, où ça commence à se décider un peu, comme tout le reste, je pense. Mais ouais, c'est ça, et puis ça s'explique pas, ça vient comme ça. Et puis ouais, c'est ça. Le nombre de fois où j'ai déjà entendu des gens dire, mais pourquoi cette voiture-là comme si pour eux, pour ces personnes, c'est bizarre ou c'est pas normal. Enfin, je sais pas, comme tu as dit, hein, pour certains c'est la musique, pour d'autres c'est, je sais pas, le sport. Le sport et voilà, nous c'est les voitures et puis. C'est ça. Précisément les japonaises, en tout cas pour moi. Ouais, ok. Ouais. Toi, je sais pas, tu as une petite préférence ou... J'ai fatalement une préférence pour les japonaises. Mais je suis vraiment pas fermé au reste. J'aime beaucoup les allemandes, j'entends plus Porsche ou des modèles comme ça, mais enfin européennes de manière générale. Et puis même les américaines, en fait, elles ont chacune leur charme, leur qualité. Et puis voilà. Et puis petite touche spécifique pour les japonaises. C'est vrai. Ouais. Ok. D'accord. Donc tu restes assez large niveau marque. Tout à fait. Mais tu as quand même tes préférences. C'est ça. Et ok, ça s'entend. Je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes qui partagent notre passion. On aime la passion dans sa globalité. Ouais. Mais il y a des petites préférences quand même et je pense que c'est un peu normal, des préférences qui touchent à, je sais pas, au style de conduite, à l'esthétique, au design du véhicule, à la catégorie en termes de puissance, en termes d'origine aussi. Il y a des personnes qui préfèrent tel ou tel véhicule par rapport à l'origine du véhicule, par rapport à l'intérieur par exemple. Ouais, les époques aussi, je pense que les époques de voitures déterminent beaucoup. Oui, exact. Alors c'est pour ça que moi je dis que je suis très large, c'est que je peux être totalement ébloui devant des voitures des années 70, 80, même des vieux modèles des années 1910, enfin le tout début de l'automobile, comme je peux beaucoup aimer des modèles qui sortent. Alors maintenant, c'est plus très vrai, mais qui sont sortis dans les années 2010 et début 2020. Ouais. Donc c'est très large en termes d'époque, c'est très large en termes de voitures de comportement, donc des grosses américaines très lourdes, très coupleuses, ou des petites voitures un peu nerveuses comme les françaises, les petites GTI françaises. Enfin, c'est très large. Et est-ce que ou alors je vais commencer par là plutôt. J'ai croisé quelqu'un dans un rassemblement un jour et il est passionné de voitures, mais d'anciennes voitures. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, les voitures modernes, et par moderne, c'est pas uniquement les véhicules des années 2010-2020, c'est même un peu avant ça, donc années 2000. Ok. Pour lui, c'est pas possible. Je sais pas, il m'a dit qu'il ressent rien pour ce type de véhicule. Est-ce que tu penses que dans 10, 20 ans ou plus, tu seras un peu comme lui dans le sens où les véhicules des années 2040, ça va pas te parler. D'ailleurs, dès maintenant, en fait, on est en plein dedans. Parce que... Ah oui, en fait, c'est exactement ce que je disais quand je disais que j'aimais les modèles jusqu'aux années 2010-2020. C'est qu'aujourd'hui, on est complètement en train de changer d'air, de philosophie, où il y a beaucoup de constructeurs qui font des modèles qui se veulent mythiques, à part par exemple Toyota avec sa Yaris GR, ou qui cumule tous ces bonus écologiques pour faire un modèle furieux. Et donc aujourd'hui, fatalement, on a complètement changé d'air dans l'automobile et on s'accrochera aux vieilles voitures. Et donc non, je pense que déjà aujourd'hui ça s'estompe un peu. J'ai plus vraiment cette fibre pour les voitures. Je regarde plus les modèles qui sortent. En fait, d'accord.
Donc quand il y a des modèles intéressants qui sortent, je la prends et je m'informe et j'en suis peut-être heureux. Par exemple, l'Alpine A110, quand ils ont fait la nouvelle Alpine, je trouvais super. Ouais. Parce qu'ils reprennent un peu cette fibre de l'époque et puis ils essayent encore de faire vivre un peu cette passion. Mais aujourd'hui, plus tant que ça. Alors il y aura 2-3 modèles qui sortiront, qui seront intéressants, mais les moteurs seront toujours de moins en moins gros. Sans dire que j'aime forcément les gros moteurs, mais non, je vois ce que tu veux dire. On change d'air dans l'automobile et puis on s'accrochera aux vieilles voitures, je pense. Ouais. Donc, mais il y a des jeunes qui seront peut-être nés dans cette période-là et qui auront ces modèles de ces années-là. C'est ça. Et puis ça continuera peut-être, je l'espère. Mais... Parce que justement, le gars à qui j'ai parlé, je pense qu'il a plus de 40 ans. Donc lui, il est né, il a grandi dans une époque où l'automobile n'était pas du tout celle qu'elle est maintenant. Donc ça peut se comprendre aussi, tu vois. Tu apprécies, alors tu peux apprécier, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais tu peux apprécier davantage ce qui appartient à ton époque, à l'époque dans laquelle tu as grandi ou dans laquelle tu es né. C'est ça. Et je trouve ça tout à fait normal. Ouais. Lui, je l'ai trouvé très catégorique quand même, hein, parce que pour lui... Il y a être ouvert et fermé d'esprit, c'est-à-dire qu'exprimer un désaccord ne veut pas dire, je pense, que tu ne peux pas... Il faut rester ouvert d'esprit, quoi. Moi, j'aime pas... Il y a certaines voitures que j'aime pas du tout, qui attirent quand même beaucoup de passionnés, et ça m'intéresse pas. Je dirais pas dire que c'est des voitures de daube, mais ça me touche moins. Ça me touche un peu quand même, parce que forcément ça reste de l'automobile et du moment que ça plaît à des gens, c'est super. Mais effectivement, moi ça me procurera pas une fibre spécifique particulière. Et c'est ça, je pense que c'est tout à fait... c'est humain, quoi. C'est valable partout. Le gars là, je l'ai trouvé vraiment catégorique. Après, il était, je pense respectueux. Hein. Après, enfin, il dégageait du respect en tout cas. Après, peut-être que dans sa tête, il crachait sur toutes les voitures des années 2000, j'en sais rien. J'espère pas du coup. Écoute, moi je trouve ça un peu dommage dans le sens où tu es passionné d'automobile. Certes, tu préfères, en ce qui concerne ce gars-là du moins, tu préfères l'époque... Ton époque, Ouais, son époque, quoi. Mais c'est pas... De là être catégorique, en fait, je trouve ça... C'est dommage. Chacun son truc. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est pour ça qu'il ne faut pas être catégorique. C'est-à-dire que s'il y a des voitures qui ne te plaisent pas, tu peux aller voir les propriétaires et leur dire qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette voiture et tout. C'est une possibilité d'échanger. Alors après, les arguments plaisent ou plaisent pas. Et puis, c'est même pas une question d'argument. C'est juste une histoire de découvrir, d'être ouvert d'esprit, quoi. Mais il aime tellement sa voiture que... C'était quoi sa voiture ? Je crois que c'était une 2 chevaux, si je me trompe pas. Ah oui, ça attire pas du tout le même public. Et il est passionné par sa voiture, il t'en parle, mais tu sens que ses yeux brillent, tu vois. Lui, c'est bon, il vit sa passion à sa façon, et tu vois, il a totalement le doigt. Et je pense que, d'ailleurs, j'estime avoir déjà un peu un état d'esprit comme ça, c'est-à-dire que les véhicules qui sortent maintenant, comme tu dis, ils sont, comme on dit, downsizés. C'est ça, ça n'a plus le même truc qu'avant, quoi. Ouais, c'est ça, non. Et puis avec l'électrique qui arrive plein pot, donc l'Europe là parle de 100% électrique en 2035. Donc c'est 100% de voitures neuves produites en électrique. Et donc là, ça changera tout à fait d'air, quoi. Donc si on n'adhère pas à l'électrique, on n'adhérera à absolument aucun modèle qui sortira. Mais alors, il me semble que c'est pas 100% électrique. Enfin, je sais pas. Moi, je crois que c'est électrifié. Tu vois ? Alors je sais pas si exactement ça comprend les hybrides ou pas. Je crois que ça comprend les hybrides. Hein. Il me semble que c'est 100% électrifié. Je crois. Hein. D'accord. Vous confirmerez ou Quentin, sauf si tu en es sûr. Hein, non, j'affirme rien du tout. Je sais que effectivement 2035 c'est une année charnière. Après, ça sera peut-être voté d'ici là, hein, mais ça mérite information. Parce que encore si c'est 100% électrifié, c'est une chose. Ça veut dire qu'on va quand même garder une partie de véhicules thermiques. Même s'il n'y aura plus du tout de 100% thermique, ça, visiblement, c'est sûr. Mais électrifié, ça fait des années que ça existe et il y a de très bonnes voitures
hybride, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ça se défend aussi. C'est plus. Mais on n'aura plus vécu comme les tiens. ouais, c'est ça. D'ailleurs, on n'en a même plus. On non, en a plus. C'est déjà aujourd'hui fini. On a déjà tourné la page, donc c'est bien. Ça donne plus de charme, je pense, aussi à nos vieilles voitures, parce que c'est pas la même ère, donc ça intrigue, ça fait pas les mêmes bruits, c'est pas les mêmes philosophies, même de conception. Donc c'est presque pas plus mal dans ce sens-là, parce que ça donne un peu d'exclusivité à nos voitures. Bon, après le point négatif, c'est que du coup les prix montent et que ça coûte de plus en plus cher. Oui. Mais, c'est pour ça qu'il faut saisir l'occasion. C'est ça, il faut sauter dessus. Il faut sauter sur l'occasion. Ouais. D'ailleurs, ce que tu as fait en fait, parce qu'avant ça, en gros, parce que tu as dit que ça fait 4 ans que tu as ton permis. Ouais, alors moi du coup là, j'ai 22 ans, j'ai eu mon permis le jour de mes 18 ans, parce que je l'avais passé juste avant. Et donc ma première voiture, c'était une petite 306 XS de 2000, moteur essence 1,8 litre. Donc elle faisait 112 chevaux. Donc alors j'ai toujours eu une petite fibre pour les voitures de rallye. Et 306 maxi. Ouais. Donc je pourrais te montrer des photos, mais c'était vraiment les toutes dernières phases, très jolies. Hein. J'étais complètement amoureux du modèle. Je l'avais acheté à un collectionneur de vieilles Peugeot, donc il aimait bien l'automobile. Hein. Il avait des 205 GTI, des Peugeot 504, donc que des petites vieilles voitures. Et j'avais racheté sa 306 3 portes. Donc j'ai commencé avec ça, j'ai roulé pendant 2 ans avec ça. Et alors je l'avais acheté 2400 € à l'époque. Je l'avais acheté 2400 et puis donc je regardais les annonces pour les Subaru depuis déjà très longtemps, donc depuis que j'ai 15-16 ans. Hein? Ouais, je m'étais mis dans la tête, ah oui, moi je suis un mordu, je me suis mis dans la tête que j'en voudrais une le plus vite possible. Donc 15 ans, tu regardais déjà les 15-16 ans, ouais. Ok. Ouais, sur le bon coin, parce que ça coûte rien de se balader sur le bon coin, et puis même pour un trick, voir ce qui se vend. Donc tu tapes un peu tous tes modèles de référence dans la barre de recherche, et puis tu regardes par curiosité, quoi. Ouais, ok. Et donc j'avais déjà commencé à regarder les prix de ces voitures-là à l'époque. Et puis de fil en aiguille, du coup, j'ai vu cette cote monter. Ah ouais, t'as eu le temps de suivre. Oui. Donc j'avais quoi alors si je devais redonner une date, 2016, 2017, 2018, je regardais déjà bien les prix à cette époque-là. Ok. Et donc les prix avaient déjà commencé un peu à monter, en tout cas sur les Subaru. L'âge d'or, je dirais que c'était 2010-2014 pour avoir discuté. Donc l'âge d'or, je dirais le prix au plus bas, quoi. C'était même peut-être avant, mais après au-delà, je sais pas trop. Et donc j'ai économisé pour m'en acheter une. Et donc j'ai épluché les annonces et puis un jour je me suis lancé. Je me suis dit, j'ai recroisé, j'avais vu en fait une Subaru WRX 9. Donc les phases d'après, en version STI flambant neuve sur un parking. Et je me suis dit putain, j'ai envie de la fouer et tout. Donc le soir même, je re-regarde les annonces et tout, parce que moi ça fonctionne un peu par période, c'est-à-dire que quand je pense qu'à ça, je fais beaucoup ça, et puis après je me calme un peu et je pense un peu à autre chose. Ok. Mais de toute façon c'est toujours relativement là. Et puis du coup je vois les annonces et puis donc j'en trouve une à un prix intéressant que je vais chercher. Donc ma deuxième voiture, j'étais encore en jeune permis à l'époque. Oui. Donc je réunis les fonds à l'époque. Donc j'avais tout juste assez, mais j'avais quand même demandé à ma copine de l'époque, celle qui m'avait proposé, de me prêter 1000 € pour que je puisse l'acheter. D'accord. Sans avoir de problème. Donc alors ça peut paraître compulsif comme ça, mais c'était entre guillemets calculé dans le sens où j'étais dans le négatif pendant aucun mois, donc de toute façon même si j'étais à Arras, je la laissais dans un garage et puis j'attendais 2-3 mois et puis voilà. Et donc j'en ai trouvé une qui était à Lyon, donc moi je suis nancéen. Ouais. Je vais la chercher à Lyon. J'ai dit à mon pote, viens, on y va, on prend un covoit, on va la voir, et puis voilà. Donc très stressant parce que finalement je m'y connaissais pas spécialement, j'étais pas un expert de l'achat de la voiture. J'avais eu de la chance sur ma première voiture d'en avoir une dans un super état qui était très bien entretenue, donc j'ai pas eu de mauvaise surprise. Et là, donc je vais l'acheter. Et donc j'ai acheté ma première Subaru à 19 ans, je dirais, un truc comme ça. 19-20 ans, donc on discutait avec mon ami la dernière fois. Et donc voilà, c'était ma deuxième voiture. On en reparlera après parce que j'ai 2-3 anecdotes à ce sujet. Et puis après, du fait qu'elle soit au garage pendant un petit moment.
J'ai revendu la 306, donc c'est pour ça que je l'ai dit que je l'avais acheté 2400, c'est que je lui ai mis 50 000 bornes et je l'ai revendu 3600. 50 000 Ouais, je l'ai énormément roulé. Ok. Ah, oui, combien de temps alors tu as mis je l'ai mis en 2-3 ans. Donc à 50 000, j'abuse peut-être un peu. Je dirais peut-être plutôt 40 000. D'accord. Parce que je faisais quand même pas mal de fois le trajet Toulouse-Nancy et puis j'adorais rouler quoi. Donc chaque fois qu'on allait quelque part, c'est moi qui emmenais les copains et tout. Donc tu faisais profiter un peu ton entourage quoi. Ouais, alors profiter. Alors ces modèles-là, alors si ça plaisait quand même beaucoup à ceux qui aimaient bien les voitures. Et puis c'était toujours des petites voitures rigolotes. Mais ouais, j'aimais bien conduire. En fait, on me laisse toujours conduire, même quand il y a des périodes où j'ai pas la voiture. J'ai des amis, ils me disent est-ce que tu veux pas conduire la voiture parce qu'ils savent que j'adore ça en fait et puis ils me font confiance donc c'est cool. Et donc du coup j'ai revendu parce que c'était une essence, la 306. Oui. Et j'avais la Subaru donc en essence aussi fatalement et puis les deux consommaient quand même beaucoup. La 306 même si ça fait un peu plus d'une tonne, ça faisait du 10-12 litres au 100. Quand je roulais dynamique, enfin voilà, je pouvais descendre à 7, 8, 8, 9 mais globalement ça consommait quand même correctement, ça faisait 60 litres de réservoir et je faisais entre 600 et 700 bornes. Ok. Et donc, il a fallu que je revende une des deux, parce que étudiant, je ne peux pas me permettre, déjà là c'est limite, donc j'ai revendu. J'ai revendu la 306, donc, et puis voilà, et après j'ai gardé la Subaru en voiture principale au début. Et donc après, j'ai dû l'emmener au garage pour des raisons dont on détaillera tout à l'heure. Et puis j'ai dû attendre pendant 6 mois, j'avais pas de voiture. Donc grosse frustration qui s'installait. Ouais, tu prenais les transports en commun. C'est ça, ouais, à pied, transport en commun. C'est une liberté qui se supprime un peu. Si on se dit, sur un coup de tête, j'ai envie d'aller voir des amis, c'est une organisation. Tu es dépendant, quoi. Ouais, et c'est ça, c'est exactement ça. Donc au-delà du fait d'aimer les voitures, ça donne quand même une certaine liberté qui est franchement appréciable. Et donc après, à l'inverse, j'ai pas dépensé ni dans les assurances ni dans l'essence. Oui. Donc ça a permis de me mettre franchement bien. Et donc j'ai acheté ma troisième voiture, donc une BMW série 3 E46, première génération de 99. Là, cette fois, j'étais intelligent, j'ai pris un moteur diesel, donc les 4 cylindres. J'ai pas pris le 6 cylindres, qui sont quand même beaucoup appréciés, parce que BM, c'est du 6 cylindres, que ça soit en essence ou en diesel. Donc, j'ai pris mon 4 cylindres pour pas consommer trop. Je l'ai acheté à un petit vieux, donc à faire de fou. Il la roulait pas. En fait, son fils lui a dit, vends-la, tu la roules pas, tu lui mets pas de kilomètres. Donc tu l'as eu à combien de kilomètres? Alors, je l'ai eu avec quand même beaucoup de kilomètres. Je l'ai eu avec 258 000 kilomètres. D'accord. Mais tous les fans de BM diront qu'elle sort de rodage, parce que c'est des moteurs qui peuvent prendre, bien entretenus, toujours bien sûr, c'est des moteurs à chaîne qui prennent 500 000, 600 000 km. J'ai quand même discuté quelques fois avec des anciens propriétaires de ces modèles-là, avec ces motorisations, et ils me disent que vraiment ça peut tenir très longtemps. Sur le Bon Coin, il y en a beaucoup. Après, fiable ou pas fiable, mais il y en a quand même beaucoup avec beaucoup de bornes. Puis moi, j'ai eu l'occasion, la chance d'avoir une voiture déjà un peu bornée, parce que dans le commun des voitures, c'est quand même kilométré. Et puis, mais dans un état clinique. Donc, châssis, intérieur, peinture, tout parfait. D'accord. Voilà. Et donc après, j'ai revendu mon ancienne Subaru pour acheter celle-ci. Alors l'ancienne Subaru, qu'est-ce que c'était comme phase, génération, etc. Alors c'était donc une Subaru Impreza WRX 8.5. D'accord. Donc il y a la 7 avec les petits phares ronds, donc qui est sortie après les Subaru GT 99, GT 2000. Donc toutes les premières voitures de rallye. Alors il y a eu les Legacy avant, mais les vraies voitures telles qu'on le connaît, bleues et dorées, dans lesquelles Colin McRae a roulé. Donc ça, c'est les toutes premières jusqu'aux années 2000. Donc après, en 2001, ils ont sorti la WRX 7. Donc c'est celle-ci, mais avec les phares ronds. Ils ont sorti la 8, donc celle-ci. Ils ont sorti la 8,5. Alors certainement en concurrence avec ce que disait GDB, un youtubeur. Il pense sincèrement que c'est pour faire concurrence avec Mitsubishi, qui eux aussi sortaient les Lancer Evolution, donc 7, 8, 9. Et donc c'était certainement un petit coup de com'. Enfin quoi qu'il en soit, ils ont sorti la 8,5, donc la 8,5 qui reprend quelques pièces châssis de la 9, enfin les trains roulants, etc. de la 9. L'intérieur de la 9 dans une carrosserie de 8 en fait. Et la 9 ensuite qui est sortie avec les phares et puis le moteur 2,5 litres. Donc moi la première là que j'ai achetée c'était une 8.5. Version Pro Drive.
Alors ProDrive, en fait, c'était l'équipement entier hein, de Subaru en rallye. C'est l'équipementier anglais là, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça. Donc là aujourd'hui, ils ont Aston Martin en GT3, je crois. Bref, quoi qu'il en soit, à l'époque, donc c'est eux qui faisaient rouler Subaru. Ouais. Et donc ils ont décidé de prendre 300 WRX normales, les amener dans leurs ateliers et d'en faire une version poussée à 265 chevaux, donc la puissance d'une STI, sans être une STI, avec le gros capot d'STI, les jantes, les freins STI, les freins vraiment STI. Et donc voilà, ils l'ont vendu, mais que à des Anglais. Ah bon? Et donc j'ai acheté une volant à droite. Ma première Subaru, c'était une volant à droite parce que j'avais pas le... Alors je trouvais ça charmant parce que les Japonais sont volant à droite d'origine, c'est conçu en volant à droite. Mais bon, moi c'était aussi une question de budget, donc ça me dérangeait pas de prendre une volant à droite, mais voilà. Et donc je l'avais en bleu, jante dorée, gros aileron. D'accord. C'est pour ça que moi j'avais sauté dessus quand je regardais les annonces. Je me suis dit là elle est à un très bon prix, je vais la chercher, donc très bon prix, pas pour rien. Parce qu'elle était assez bornée, elle avait 210 000 km. Mais au-delà de ça, il n'y avait rien de spécial dans l'annonce, quoi. Donc j'ai regardé, je l'ai acheté. Et puis j'ai pas tout regardé correctement. Le contrôle technique était ok, hein. Voilà, j'ai quand même regardé la base, mais je me suis fait avoir. Je l'emmène chez mon garagiste qui est spécialisé Subaru, mon garagiste, mon mécanicien, il en a eu 8-9. Les Subaru, donc il y connaît vraiment bien. Lui tout seul, lui. Ah oui, non mais il fait vraiment toutes les Subaru de la région. Enfin, je dis ça, je sais pas, mais quand tu passes devant son garage, t'en as 5-6 qui attendent et tout. Ah oui, gros spécialiste. Ah oui. Donc là, franchement, et puis à 2 pas de chez moi, donc j'ai vraiment de la chance. À gros hasard de fou. Et donc je l'amène chez lui et tout, et puis il m'appelle, il me dit le châssis, il est complètement mort et rouillé. Et puis en plus, moi je le savais, anglaise, il faut surveiller la rouille parce que l'Angleterre, le sel, etc. Moi, dans mon euphorie, j'ai pas regardé ça. Et puis, donc rouillé. Sauf que c'était pas prévenu et tout. Donc, j'ai eu quelques histoires donc, avec l'ancien propriétaire. Je lui dis, bon, voilà, vous me l'avez pas notifié et tout. Il y a un souci, quoi. Et puis, il me dit, ça me concerne pas et tout. Ok. Ça le concerne pas? Ouais, donc voilà, il s'était dédouané. Alors, voilà. Et puis, c'est pour ça que mon mécanicien, donc, il m'a dit, il faut que tu lui fasses payer, quoi. En termes d'argent, hein. Mais, oui, en termes d'argent, bien sûr. l'affaire, en gros. Et puis voilà, c'est ça. Et puis il m'a dit, puis il connaît tous les bons filons, donc il m'a dit, écoute, tu appelles le contrôleur technique. Tu lui dis, écoute, parce que ça c'est un défaut majeur sur une voiture. Tu peux pas vendre une voiture avec des trous de rouille. Je peux te montrer les photos des longerons, des vrais trous. Je pouvais passer mon doigt et tout. Et donc ça, c'est impossible à faire passer au contrôle technique, quoi. Et donc je l'ai appelé, etc. et tout. Et mon garagiste m'avait estimé 2500 € de réparation pour remettre des longerons et tout. Il m'a dit, tu demandes 4000. Donc moi j'étais tout jeune et tout. Je dis, j'appelle des gens que je connais pas, je vais demander 4000. Donc j'y vais sereinement et puis je dis voilà, maintenant c'est soit poursuite, soit on s'arrange à l'amiable, pas forcément avec vous mais avec l'ancien propriétaire, enfin vous vous débrouillez. Puis en fait il faut savoir qu'ils peuvent perdre leur agrément, donc s'il y a des gens à qui ça arrive, si un contrôleur technique ne fait pas son boulot correctement, il peut perdre son agrément, donc il ferme boutique, quoi. Et sur des défauts majeurs comme ça, ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc il a été très compréhensif, il a dit je ferai ce qu'il faut. 4000 c'est ok, donc j'ai reçu les 4000 par magie juste après. Et donc voilà. Ok. Et donc la précipitation, alors j'en étais très content, elle fonctionnait, elle roulait très bien. On était super heureux parce que du coup on a fait le trajet Lyon-Nancy avec ma copine à l'époque et puis mon meilleur ami. Et puis on était comme des fous, quoi. Enfin, franchement, c'est un rêve c'est un rêve en fait et c'est génial. Donc voilà, et puis donc l'euphorie s'est tout de suite calmée sur le fait que il y avait des problèmes là, et puis après j'ai réussi à gérer et je m'en suis sorti, donc ça va, franchement. Première expérience, c'est bien d'avoir cette expérience quand même, hein, bien sûr, pas forcément que des réussites, mais non, mais c'est sûr. De toute façon, dès qu'on achète un véhicule, quand on débarque dans le milieu ou quand on vient d'avoir son permis ou peu importe, quand on n'a pas d'expérience, c'est compliqué, quoi, de tout savoir. Le mieux, c'est de se faire une sorte de checklist avec tous les détails à vérifier avec le vendeur. Mais même là, en fait, tu peux passer devant des choses. Il y a des détails auxquels on ne pense pas forcément. C'est ça.
Ouais. Et puis bah moi, alors surtout le problème que j'ai eu, c'est que du coup moi j'y suis allé. Donc déjà j'étais pas en terrain conquis parce que je me suis déplacé jusqu'à Lyon. Donc déjà la problématique de si je la prends pas, comment je fais pour rentrer. Ouais. Donc déjà mentalement voilà, je suis jeune, je m'y connais pas trop. Et puis le mec, lui, il est arrivé avec un peu d'assurance et tout, donc voilà, il m'a dit voilà. En fait, c'est lui qui a dominé tous les échanges, et puis moi, j'ai pas réussi à dire, je vais regarder. Ouais, je vois. Enfin, j'avais regardé un peu, mais dans un parking, en plus, c'était sombre. Alors, je sais pas si lui avait fait exprès ou pas. Je sais pas s'il l'a vendu en sachant qu'elle était comme ça. C'est possible, hein. C'est fortement possible parce que c'est ça aussi. Là, tu as soulevé un point important. Quand tu achètes un véhicule, faut pas effectivement le faire dans un coin sombre. C'est ça. Mais ça vient aussi avec l'habitude. Ouais, il fallait le savoir. Mais c'est ça. Oui, ne pas aller la voir quand il pleut, ne pas aller la voir au soleil. Et puis regarder tout, le châssis, l'intérieur, le moteur, le faire rouler pour voir comment il roule avec sa voiture. Toi, demander à l'essayer, parce que tu as quand même le droit, si c'est ta future voiture, de l'essayer quand même. Tu n'avais pas pensé lui demander d'essayer? Ah, trop timide. Timide. Ah ouais, non, je comprends. Hein. Ouais, et puis lui, il a roulé, elle roulait très bien, et puis le moteur, il était nickel, hein, même malgré son bornage. Et puis les moteurs réputés pas très fiables. Alors ça, c'est un long débat qu'on pourrait avoir sur Subaru, mais non, j'ai pas osé, et puis je me suis fait avoir. Je suis retombé sur mes pattes à la fin, donc ça va. Mais voilà. Et mais alors tu as dit moteur réputé pas très fiable, c'est ça? Ouais, alors il faut savoir que Subaru, en fait, donc les moteurs, c'est des 4 cylindres à plat. Turbo compressé pour les WRX parce qu'il y a aussi des versions atmosphériques, mais donc moteur réputé pas fiable, qui casse souvent. Ah ouais, d'accord. Et qu'il faut souvent changer. Enfin, c'est vraiment cette réputation-là. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent que non, bien entretenu, ça fonctionne très bien et tout. Donc la théorie qui se fait un peu autour de ça, c'est que en fait, c'est des voitures qui n'ont pas coûté cher du tout à une certaine époque. D'accord. Ce qui fait que tout le monde se l'est un peu acheté, etc. Donc des gens pas forcément très soigneux, des gens qui poussent beaucoup sans faire attention à la chauffe, à la redescente du turbo à la fin ou quoi. Et donc il y a pas mal de problèmes de moteur. Alors je suis pas un mécanicien affirmé, hein, mais effectivement voilà. Donc, et sur toutes les générations ou? Alors sur toutes les générations, donc depuis les GT turbo jusqu'à, donc il y a les moteurs 2 litres jusqu'à la 8,5. Et après à la 9 ils sont passés en 2 litres 5, donc on passe de l'EJ20 à l'EJ25. Et les 2 litres 5, donc les versions d'après, sont encore réputées moins fiables. Ah ouais. Et après il y a plein de sons de cloche de plein de, tout le monde te dira tout et son contraire, donc moi je pars du principe que si on en prend soin, on doit s'en sortir, et puis après on n'est pas à l'abri effectivement, peut-être qu'elle peut faire un caprice, je sais pas, mais il y a ce vrai débat sur la fiabilité. Ok, mais ça je savais pas. En fait, j'ai l'impression que la fiabilité d'un véhicule dépend en grande partie de son propriétaire. Absolument, oui. Tu vois, je suis d'accord. Parce qu'à véhicule équivalent, il y a un qui sera peut-être malmené et pas l'autre. Et malmené par son propriétaire. Donc, entre deux véhicules équivalents, il y a un qui fait, je sais pas, beaucoup de circuits et l'autre qui n'en fait pas. Je parle d'une voiture qui n'est pas faite pour le circuit. Si tu vas sur le circuit avec, forcément, elle va en prendre plus, elle va prendre plus cher que celle qui fait pas de circuit. Donc après c'est ça, faire les entretiens au bon moment. C'est ça, c'est surtout ça, je pense, le cœur du problème, c'est qu'à la limite, quelqu'un qui fait du circuit, qui se connaît en voiture, il peut, s'il a les connaissances, il fera bien chauffer sa voiture, etc. Alors qu'il aura quand même beaucoup de choses à changer, quoi. Les freins, les suspensions, etc. vont prendre tarif, mais quelqu'un qui, comme tu dis, entretient bien sa voiture, qui respecte tous les temps de chauffe, qui fait attention à tous les paramètres, etc. Il élimine peut-être pas 100% des chances d'user sa voiture, mais en tout cas, il retardera au maximum les problèmes. Et puis, une voiture, à partir du moment où tu l'utilises, ça aura des problèmes à des petits moments. Donc la fiabilité, je pense que ça dépend beaucoup du propriétaire. Ouais, bien sûr. C'est ça. À partir du moment où tu utilises ta voiture, forcément elle s'use, c'est logique. C'est ça. Mais sachant ça, à toi de l'entretenir correctement et elle est censée durer. Et je pense que c'est peu importe la marque de voiture, à moins que le constructeur ait, dès le départ, de la conception du véhicule, fait des erreurs, comme c'est arrivé chez plusieurs constructeurs.
Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de raison que ton véhicule ne te dure pas longtemps, si tu l'entretiens correctement. C'est ça. Bah, surtout les Japonais, c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est qu'eux sont dans l'optimisation. Donc c'est qu'ils reprendront la version d'avant, ils apporteront toutes les petites améliorations qu'il faut en termes de fiabilité, de performance et de ce qu'on veut, et sortiront le modèle d'après, qu'ils amélioreront encore après, et encore après, et encore après. Mais c'est ça que j'apprécie chez eux, c'est le côté longévité d'une génération. Ouais. Ben déjà chez Subaru, chez Nissan avec la GT-R, on a l'impression qu'elle est là depuis 200 ans. Elle est là depuis 20 ans. La R35, ça va, en gros c'est 2007, donc presque 20 ans. Après là ils ont arrêté. Ça fait je pense 2 ou 3 ans je pense. Ouais. Mais ça a duré très longtemps quand même. Et tu prends la première version à la dernière, ça n'a plus rien à voir, mais c'est optimisé de fou. Mais ils ont une manière de concevoir qui est très minutieuse. C'est toute une philosophie. Complètement. Et pour moi, c'est ça, c'est le point positif, un point positif que je retiens chez les véhicules japonais, quoi. Ouais, complètement. Un parmi tant de qualités qu'ils peuvent avoir. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est assez remarquable. Et puis. Alors, t'en es satisfait ou pas depuis que tu as la Subaru, en fait, la 8.5? Ouais, alors voilà, j'ai eu la 8.5, donc satisfait, oui. Après, c'était pas de sa faute si elle était rouillée ou quoi. Mais satisfait du modèle, forcément, j'en ai racheté une. Donc, donc celle-ci, c'est une 8. Donc, c'est les versions juste d'avant, qui sont des slabs d'extérieur. On peut pas savoir si c'est une 8 ou une 8,5, mais. Donc moteur 2 litres et puis super satisfait, franchement satisfait sur tous les points. La fiabilité, alors la fiabilité, là, je l'ai depuis pas très longtemps, je l'ai mis 3000 km là, donc je l'ai pas depuis très longtemps, mais je peux pas être déçu même s'il y arrive des petites embrouilles dessus, j'en serais quand même content parce que c'est tellement agréable à conduire, c'est tellement épanouissant, enfin c'est génial, c'est un rêve d'enfant, de toute façon un rêve d'enfant. C'est ça. Moi, alors j'aimerais pouvoir m'acheter plein de voitures. Faire une collection. C'est ça, voilà, j'adorerais, mais je suis aussi très attaché, je suis assez matérialiste, et puis si je l'ai, j'ai envie de la garder. Moi là, j'ai pas du tout l'optique de la revendre, et pour moi je la garderai à vie. Ou alors passer sur une STI. D'accord. Mais une vraie STI, une 8, donc les mêmes versions, mais version STI. Celle-ci est tellement bien, elle a tellement peu de bornes, tellement bien entretenue, et elle a déjà tellement de pièces de STI que je sais pas si ça vaut le coup de changer. Parce que c'est quand même 10 000 € de plus. Entre une WRX et une STI, oui. Ah ouais, d'accord. Pour alors finalement pas grand-chose, oui et non, parce que du coup on a le badge, on a le vrai aileron, on a le vrai capot, on a le moteur STI, on a le siège STI, voilà. Et entre les deux moteurs WRX et WRX STI, qu'est-ce qui change? Alors il change, il y a quelques pièces qui sont forgées sur le moteur STI. Donc il est plus apte à prendre des chevaux et puis il est plus fiable de manière générale. D'accord. Et il a des plus gros injecteurs et un plus gros turbo. Ah, ok. Voilà. Avec un plus gros échangeur et puis 2-3 petites pièces comme ça. Mais donc on passe de 225 chevaux pour une WRX classique à 265 pour une STI. Ah ouais, le gain n'est pas négligeable, 40 chevaux, c'est pas négligeable, mais c'est atteignable avec une petite préparation. Voilà. Okay. Mais par contre, à l'inverse, donc dans une STI, et c'est ça qui me fait titiller un peu, c'est que eux, les STI ont une boîte 6 vitesses. Les boîtes 6 vitesses sont très résistantes et les boîtes 5 vitesses, donc dans les WRX, elles sont pas très fiables. Là, pour le coup, dès qu'on met un peu de chevaux dedans, elles ont tendance à casser. Et puis même avec le temps, la boîte s'use très vite. Donc, et une boîte, c'est 4 000, 5 000, 6 000 €, quoi. D'accord. Main d'œuvre comprise. Donc on arrive déjà à la moitié de la différence de prix entre une WRX et une WRX STI. Donc, c'est des questions que je me pose. J'arrive pas encore à y répondre. Je réfléchis. Je réfléchis à si je préfère rester là-dessus et puis mettre mon argent dans autre chose parce que je vais démarrer dans la vie active. Moi, ma vraie mission, c'était de l'avoir avant de rentrer dans la vie active. Comme ça, mon budget voiture, j'ai déjà plus à y penser.
Ok. Voilà. Donc, Ouais. alors forcément, il y aura l'entretien et tout ça, hein, Oui, et je puis même comprends, les améliorations X ou Y. Mhm. Mais j'avais envie de rentrer dans cette vie active en me disant, bon voilà, j'ai déjà le budget voiture qui est mis là, Mhm. et je peux maintenant me concentrer Sur autre chose. sur autre chose. Et puis j'ai aussi aucune patience, donc il me la fallait tout de suite. D'accord. Ben oui, tu as dit, tu as fait quoi? Tu as fait Nancy-Lyon, je crois, Ouais, c'est pour ça. la 8.5. Ouais, c'est ça. Là, tu avais sauté sur l'occasion. Ouais. Là, tu as sauté sur l'occasion. Mais après, en tant que passionné, je te comprends. Hein. Ouais. Je te comprends. Et tu l'as fait aussi. Je pense qu'une part de toi était quand même prête Ah oui. à acheter. Oui. Ouais, je pense pas que... Parce que ça fait depuis 15 ans, tu regardes le Ouais, prix. oui, je savais totalement ce que je faisais. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, oui, puis, alors j'ai pas envie, je suis pas à me dire, on n'a qu'une vie, on dépense n'importe quoi et tout. Ok. Mais j'arrive à être très posé et puis à me dire, bon voilà, là, j'ai ce budget-là, c'est safe, je vais pouvoir me le prendre. Et puis, alors là, pour le coup, autant l'autre, j'ai sauté sur l'occasion, mais celle-ci, elle a sauté sur moi, entre guillemets. Ah. Parce que je l'ai, moi, j'avais réussi à revendre en l'état, donc mon ancienne Subaru, hein. Je pouvais pas la vendre normale parce qu'effectivement, elle avait ce problème châssis que j'ai finalement moi pas réparé. La personne qui l'a acheté a dit qu'elle s'en occuperait. Ouais. Et moi, mon garagiste, il en avait acheté une. Pareil, il achète quand même pas mal de voitures et il en avait une Subaru en stock, si je puis dire. Ouais. Et puis il m'a proposé, écoute, voilà, moi je l'ai acheté, est-ce que toi elle t'intéresserait? Donc il me l'a montré et tout, et puis moteur 94 000 km. Okay. La voiture, la caisse à 94 000. L'ancien proprio avait commencé une préparation, donc il avait installé un moteur STI, donc qui est tout neuf, refait à neuf du moins. Et donc voilà, donc déjà ça, c'est des gros atouts. Et puis carrosserie nickel, aucune trace de rouille là pour le coup, j'ai regardé et puis aucun problème, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Et puis lui, il avait acheté vraiment pas cher à l'ancien propriétaire. En fait, il y avait un problème de fuite d'huile, etc. Et puis c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin d'argent tout de suite parce qu'il était dans une mauvaise situation. Donc mon garagiste lui a dit, écoute, je te la reprends 10 000, 10 000, je t'en débarrasse. Et puis moi, je gérerai. Et puis s'il faut changer le moteur, je changerai. Puis il l'a racheté donc à ce prix-là. Puis c'était un filtre à huile, le problème. Ah. Et donc 38 €. C'est tout? C'est tout. Et alors je suis pas mécanicien, je saurais pas dire pourquoi ou quoi, comment on peut se dire qu'il y a un gros problème et puis finalement ça soit si peu. Ouais. Donc je sais pas. Donc bon bref, quoi qu'il en soit, moi il me l'a fait à un prix très raisonnable par rapport aux cotes du marché et puis le kilométrage qu'elle a. Ok. Et donc je me suis dit, mon garagiste en plus il l'a acheté, c'est lui il a réouvert le moteur, il a changé tous les joints, il a remis le turbo, les injecteurs d'origine et tout. Je passais si lui l'a acheté, moi je pouvais l'acheter les yeux fermés. Ok. Je vais quand même regarder et tout, bon je lui fais confiance, hein, lui pour le coup c'est un expert dans le domaine, moi pas du tout. Et donc banco, j'ai une occasion qui se présente comme ça, donc voilà. Alors elle avait 2-3 choses qui me plaisent pas, parce que moi je suis très têtu, il me faut vraiment tel siège ou tel aileron, tel truc, je suis psychorigide là-dessus. D'accord. Et elle avait pas tout, mais je me suis dit avec le temps, je changerai et puis je tu pourras changer après. C'est ça. Et puis c'était encore à l'époque où je me dis budgétairement parlant, il faudra que je m'arrête une WRX parce que STI c'est pas raisonnable. Et puis là, j'ai réussi à remettre encore de côté et tout, et plus que ce que je pensais. Et je me dis, est-ce que je passe sur une STI ou pas? Ah oui, faut que je me calme. Faut que je me calme. Okay. Donc tu étais à 2 doigts quand même de... Là, je suis à 2 doigts en tout cas de passer sur une STI, mais je sais pas. Okay. Là pour l'instant, celle-ci, j'en suis très content et puis je verrai. D'accord. Je verrai. D'accord. Voilà. Ah, donc c'est soit... Parce que faire une préparation moteur, ça ne t'intéresse pas, tu préfères... Alors, préparation moteur, moi, alors je fais pas partie de cette équipe qui a besoin de 500 chevaux pour s'amuser. Je respecte tout à fait, mais moi, donc l'ancienne que j'avais, la ProDrive, elle faisait 265 chevaux. C'était déjà super. C'était largement ce qu'il fallait. En plus, c'est une voiture qui elle est pas faite pour rouler sur l'autoroute, elle est faite pour prendre des petits virages sinueux, etc. Bien sûr. Donc c'est largement suffisant. Et puis donc là... Donc j'en avais déjà essayé des WRX classiques. Alors effectivement, ça se traîne un peu. Enfin, on se dit, il manque encore un peu. Et donc faire une prépa pour arriver autour de 300 chevaux, pourquoi pas. Si je garde celle-ci, c'est ce que je ferais. Parce qu'elle a déjà la base moteur STI, donc il y a déjà
quelque chose d'intéressant à faire. Après, monter trop dans les chevaux, ça m'intéresse pas. Déjà là, avec ce que tu as, je pense que c'est déjà sensationnel. C'est déjà super intéressant en fait du moment qu'on a le sourire et que quand on a envie d'accélérer, ça accélère. En plus là, c'est un moteur turbo, donc ça pousse. Ouais. C'est pas linéaire, donc on a vraiment cette sensation de pousser. Donc chaque fois les passagers me disent ça fait vraiment des papillons dans le ventre. Donc c'est que déjà il y a un petit effet. Après effectivement, moi pareil, mon garagiste, parce que du coup je lui ai parlé de mon souhait d'acheter une STI, lui en a une qui lui appartient, une STI 8 qu'il a préparée à 500 chevaux. Ouah. Et il me demande, tu veux pas l'acheter et tout? Alors je dis, franchement, ça m'intéresserait. Alors aujourd'hui, j'ai pas le budget, donc je vais pas faire le fou. Ou alors j'ai tout juste le budget, mais le but c'est pas d'être tout juste non plus. Et 500 chevaux, je me dis, ouais. Il te la vendrait à 500 chevaux? Ah, lui, moteur préparé, 500 chevaux. Et puis, encore une fois, lui, clinique, hein, il a repeint jusqu'au boulon près sur tout le dessous de la voiture, un maniaque. Là, encore une fois, si je l'achète, je sais dans quoi je m'embarque. Exact. Mais, 500 chevaux. Après, peut-être que moi, si au bout de 15 ans, je l'ai, 15 ans, même peut-être moins, hein, peut-être 5 ans, je me dis, j'aimerais bien un peu plus et que j'ai de l'argent à mettre dedans. Bon, je me ferme pas l'idée. D'accord. Mais 265 chevaux, c'est déjà franchement super. Bien, ouais. Et puis ça donne le comportement d'origine déjà, parce qu'elle a été conçue pour ça. Puis ça fait plaisir aux gens avec qui je roule, ça me fait plaisir à moi, ça fait plaisir aux gens dans la rue aussi. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Et comment les gens réagissent justement dans la rue? Alors dans la rue, c'est incroyable, c'est une voiture qui a un capital sympathique extraordinaire. Ah ouais? C'est-à-dire que les gens... donc alors il y a les gens choqués, qui comprennent pas trop ce qui roule dans la rue là, une voiture avec un gros aileron, un gros capot et tout. Il y a les gens qui sont éblouis, qui te font des pouces, qui te demandent de faire des accélérations et tout. Ah ouais, carrément. Ah oui, non mais il y a des. J'ai 2-3 anecdotes à ce sujet-là. Il y a des fois, par exemple, il y a une fois, je m'arrête à un feu, il est 22h, tu vois, donc il est tard. Je m'arrête à un feu dans Nancy et tout, puis voilà, donc j'arrête mon feu et puis je roulais tranquille en plus parce que ça fait beaucoup de bruit et j'essaie de pas rouler comme un fou dans les rues pour essayer d'éviter de réveiller toute la ville. Et puis tout d'un coup j'entends un mec gueuler et tout. Oh putain, une Subaru et tout machin. Et il gueule et puis c'était un mec qui était 5 voitures derrière moi. Il était sorti de sa voiture, il était complètement fou. Et t'as plein de gens qui viennent te faire des pouces et tout, les motards aussi, machin. Et puis quand tu roules, alors si t'as envie d'être discret, et alors c'est pour ça qu'il faut un daily, c'est que ça dans tous les jours avec, c'est insupportable parce que tous les regards se posent sur toi. Donc, et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça attire les gamins de 2 ans. Moi, quand j'ai la fenêtre ouverte, il y a une fois, même plusieurs fois, il y a des gamins qui arrivent et qui disent « maman, une voiture de course !» Donc, ils sont déjà éblouis déjà, tu vois. T'as les quarantenaires où c'est vraiment leur génération, quoi. Ils avaient 20 ans quand ça roulait en rallye. C'est ça. Et qui sont tout contents. Il y en a déjà 2-3 qui sont venus me dire « Ouais, c'était ma voiture de rêve et tout, j'ai toujours voulu l'acheter et tout, c'est trop cool que tu aies pu te l'acheter, donc super. » Et puis beaucoup de jeunes aussi, hein. Donc petits, moyens, grands, toute génération confondue. C'est ça. Et puis quand je viens au travail avec, tout le monde vient m'en parler. Quand je viens à des parents d'amis, ils sont tous trop contents. Est-ce que tu peux me faire un tour et tout? Trop bien. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est qu'elle a un capital sympathie monstrueux, quoi. C'est pas une voiture de bandit où les gens te regardent mal. C'est vraiment là, les gens apprécient. Alors après, il y a toujours des gens qui te regardent avec un air un peu méprisant. Alors c'est très rare, je dirais que c'est une personne sur 50 où tu sens que tu le déranges, tu vois. Mais bon, ça après, moi je peux comprendre, je peux me mettre dans leur point de vue. Je suis un petit jeune, j'ai une voiture qui fait du bruit, qui est bleu éclair. Si tu sais pas que c'est une voiture de rallye, tu dis que c'est une voiture tunée, quoi. Bon voilà. Mais après, globalement, non, c'est super. Ouais, d'accord. Ah ouais, non, incroyable. Ouais, c'est top, hein. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est une voiture qui a marqué l'histoire automobile. Ouais. Alors je parle de toutes les Subaru WRX qui ont existé, hein, donc depuis alors les Impreza, parce que WRX ça commence à la 7 et les Impreza donc c'est à partir de 92. 92, ouais, ok. Donc depuis 1992, elles ont littéralement marqué l'histoire de l'automobile, surtout dans le rallye. Ouais. Donc moi ça ne m'étonne pas, hein, que ça plaise autant. Alors que ça plaise aux générations plus jeunes, ça peut être un peu plus surprenant, mais
je pense que c'est une voiture qui plaira toujours. Et vraiment toujours, et aussi parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc ça crée, je pense, un peu de surprise chez les gens qui la croisent. Ouais, c'est possible. Moi j'aime ça en fait. Quand les gens apprécient ta passion, je trouve ça c'est cool. génial. Ouais, quand tu roules dans la rue et que partout où tu tournes la tête, il y a des sourires qui sortent en fait. Et c'est trop bien. Alors moi je l'achète pour moi. Hein. Si les gens aiment bien, c'est cool. S'ils aiment pas, tant pis. Mais de savoir qu'en plus ça plaît, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Super. Et puis j'ai des amis qui sont pas fans de voitures. Ils posent leurs fesses dedans. Alors pas plus tard que la semaine dernière. Mais des vrais enfants, quoi. Ils gueulent de partout et tout, alors qu'ils ont 30 ans, tu vois. Enfin, 25, 30 ans, et ils gueulent de partout, ils sont fins heureux. Et tu t'es dit, en fait, tu peux transmettre quelque chose. Le but, c'est pas de piquer tout le monde, mais je peux faire plaisir même des gens qui sont pas concernés spécialement. Moi, ma mère, par exemple, elle me dit, c'est quand on fait un tour en Subaru et tout, alors qu'elle est pas du tout dedans, quoi. Donc, non, franchement, génial. Franchement, génial. C'est un véhicule qui a marqué l'histoire, d'autant plus que ils ont sorti, justement, ProDrive a sorti la P25. C'est une édition limitée, 25 exemplaires, je crois 400 et quelque chose, si je me trompe pas. Ouais, ok, parce que moi je sais qu'il y a la 22B qui est sortie et qui est à 400, 500 exemplaires. Je sais, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que là pour le coup j'ai pas les chiffres, mais qui a vraiment pas beaucoup d'exemplaires. Et quand j'étais petit, je devais avoir 19-20 ans, j'en ai, non même un peu moins, 18 ans. Et j'en avais vu une sur le Bon Coin, elle était affichée à 225 000 €. Ouais, c'est cher. Hein. Celle dont je te parle est donc plus chère, elle coûte 600 000. Et ben voilà, donc si en plus il y a une version encore préparée. Celle-là, je mettrai la photo avec les infos pour que vous voyez bien. En fait, tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, en fait, le véhicule a tellement marqué les esprits, notamment grâce à Colin McRae. Toutes les générations, ou les versions plutôt d'Impreza qui sont sorties, en tout cas beaucoup de versions d'Impreza qui sont sorties, c'était pour marquer aussi le rallye, le rallye et le fait qu'elle ait gagné 3 championnats du monde, je crois, en 95, 96 et 97. C'est ça, c'est exactement ça. Par Colin McRae. Tu te dis, jusqu'à maintenant, en fait, c'est toujours d'actualité, quoi. C'est fou, hein. Pour un véhicule des années 90. C'est ça, en fait, elle a un code qui marque beaucoup, je pense, par rapport à d'autres voitures, c'est que bleu, jante dorée, c'est Subaru. Ou Clio Williams, mais généralement, c'est Subaru, en fait, ça choque tout de suite. Alors que, par exemple, une Toyota Celica ou des Ford Escort Cosworth qui se faisaient à l'époque, alors pour les gens qui connaissent, ils le verront, mais pour les gens de tous les jours, ils tilteront pas plus que ça, quoi. Alors que Subaru c'est bleu, jante dorée et gros aileron, quoi. Et gros aileron, ça marque. C'est peut-être pour ça qu'elle est encore un peu plus connue que les Evo pour le grand public, hein, j'entends, parce que tout passionné de voiture qui connaît Subaru connaît Mitsubishi. Connaît Evo, voilà, c'est ça. Mais c'est l'inconscient collectif, quoi. Et en termes de génération, de phases, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des éditions limitées. Oui, c'est ça. La RB 320. Elle était sortie en bleu-gris, un peu. Exact. Je crois. Alors non, c'est la Peter Solberg, je crois, qui est sortie en bleu métallisé, et puis t'as la Richard Burns qui est sortie que pour le public anglais en noir. Enfin, il y a effectivement, t'as raison, il y a plein de petites. Il y a beaucoup de phases différentes. Ce sont aussi des rappels au rallye. Et, pour moi, en fait, l'histoire d'une automobile, c'est comme ça. C'est ça. C'est aussi pour ça que je trouve les Subaru fascinantes. Moi, ce que j'aime, c'est que ils ont construit le modèle de rallye et ils l'ont dérivé en modèle de série parce qu'ils étaient obligés. Donc c'est une voiture de rallye qui est faite pour la route, pas une voiture de route qui est préparée rallye, préparée circuit, comme par exemple, si je reprends les cas des E46, la M3 E46, c'est une série 3 avec un gros moteur dedans. Alors c'est super bien assemblé, c'est performant et tout, mais la philosophie c'est d'avoir le modèle de base et puis le faire devenir vraiment sportif. Alors que là c'est une voiture sportive parce que c'est une voiture de rallye qu'on emmène sur la route parce qu'on doit le faire, quoi. Et puis on doit écouler les exemplaires, donc il faut les vendre comme ça. Et moi c'est ça que j'aime bien dans la philosophie, c'est que la voiture elle est pensée rallye, puis après elle est tenez là, vous achetez là comme ça, et puis il y en a d'autres qui ont acheté du coup des modèles comme ça et qui les ont ensuite repréparés rallye. Enfin, quand je pense à Subaru, je pense que c'est valable pour tout passionné. Quand on pense à Subaru, on pense rallye. Ah oui, on pense pas circuit, on pense pas à route, on pense rallye. C'est vrai.
C'est très vrai. Ben, ils se sont fait connaître comme ça. Pour moi, c'est ça qui fait le charme de la voiture, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, pour moi, franchement, elle restera intemporelle, cette voiture-là. Ouais, j'espère. J'espère. Ouais, ben, déjà, la cote monte. Déjà là, avec les deux, enfin, la version 22B là, qui est hyper chère. Non, si déjà la version années 90 est aussi connue maintenant, donc 30 ans après, qu'est-ce que ça laisse pour les autres, en fait, toutes les phases d'après? Parce que je crois qu'il y a eu, en tout, il me semble qu'il y a eu 12 générations, je crois. Ouais, c'est ce qu'on discutait de Subaru. On les appelle plus maintenant Impreza. C'est ça, exactement. Mais je crois qu'ils ont toujours WRX, si je ne me trompe pas. Ouais, mais c'est les dernières générations qui ont performé dans le rallye, par contre. Parce que les STI 10, 11, 12, elles n'ont pas fait de parution dans les championnats du monde de rallye. En tout cas, après, il y en a quand même eu beaucoup. Mais l'âge d'or de Subaru, c'était jusqu'à l'arrivée de Sébastien Loeb en 2002-2003, dans ces années-là, où il y avait une vraie bataille entre Citroën, Mitsubishi, Subaru et puis Ford. Et après, Subaru s'est petit à petit éteint dans le championnat. Je ne sais plus la fin officielle de Subaru. Je dirais 2005-2006, quelque chose comme ça. Faudrait que je me renseigne. Mais ouais, donc les dernières vraies phases de rallye, après, c'est vraiment ces années-là. D'accord. Parce qu'après, oui, effectivement, alors il y a eu donc la 10 avec le haillon. Alors il y en a eu un peu en rallye, mais pas en championnat du monde. La 11 qui reprend plus les codes stylistiques de celle-ci, c'est-à-dire une berline avec un gros aileron bleu, etc. Pareil, pas d'apparition dans le championnat du monde. Alors on en trouvera toujours, on aura toujours des vidéos de ces Subaru-là en train de faire du rallye, parce que ça reste quand même des super voitures, enfin, ça reste quand même l'ADN, la philosophie, donc elles sont quand même performantes. Mais aujourd'hui, non, c'est... Ouais, et puis là, officiellement, ça y est, la production est complètement finie de la WRX ST. C'est annoncé, c'est bien dommage. Hein. Chez plusieurs constructeurs, c'est comme ça. Hein. Côté Mitsubishi, l'Evo est monté jusqu'à l'Evo 10. Ouais, l'Evo 10 en 2014. Et eux, ils ont arrêté encore avant Subaru, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a en pas plus, eu... ils ont sorti cette Mitsubishi en moteur diesel, donc ça fait un peu... Alors laquelle? La 10, l'Evo 10 existe en essence, hein, bien sûr, mais elle existe aussi en moteur diesel. Elle existe en diesel. Ah ouais. Donc ça coupe un peu le côté très passion, très... Bon, après voilà, s'ils devaient vendre et que je sais pas trop c'est quoi les politiques qui sont prises là-dessus, mais... Mais la Subaru, je crois que c'est la 10. La 10 existe en diesel aussi. Elle existe en diesel, ouais. J'étais surpris, je pensais pas du tout que Subaru faisait des moteurs diesel. Après, si ça peut correspondre à un usage bien spécifique de gens qui ont besoin d'un moteur diesel pour aller à la montagne ou quoi. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait acheté une Subaru 10 diesel parce qu'il faisait du ski, de la rando et tout ça, donc il avait besoin d'un modèle. Donc je trouve pas ça débile comme choix. Il en faut pour tous les goûts, moi ça me dérange pas. Non, bien sûr, c'est... Après, il y en a qui achètent aussi je pense qu'il y en a qui achètent le modèle diesel alors qu'ils sont pas forcément passionnés, tu vois. Oui, c'est ça, même au-delà d'être passionné. Alors que, pour moi, quand tu achètes ce véhicule-là, je veux dire en essence, pour moi, tu es passionné. Au vu de ce qu'elle consomme, il faut être passionné pour... au vu de comment ça coûte et à l'entretien, si on fait ça bien, et au prix de l'essence et à ce que ça consomme, si t'es pas passionné, tu survis pas. Ouais, on m'a dit que ça boit quand même pas mal d'essence. Version WRX, moi je sais que celle-ci, c'est donné en réel entre 12 et 14 litres en mixte. D'accord. Donc quand tu tapes vraiment dedans, tu peux monter à 25, 30, voire 35. D'accord. Et si tu vas comme un charcutier, le plein alors je sais plus si c'est un réservoir de 50 ou de 60, mais le plein, tu peux le finir en 200 bornes, quoi. Sur l'autoroute, j'ai réussi à descendre à 8 litres, 8-9 litres. C'est vrai, c'est dans une Subaru, c'est très bien. J'ai été étonné parce que quand j'ai fait le trajet Nancy-Toulouse avec, donc déjà tu peux faire 1000 bornes avec, elle bronchera pas du tout et tout, franchement. Donc il n'y a pas de souci, mais j'étais tourné à 7, 8, 9 litres. D'accord, mais franchement, pour des modèles comme ça de rallye, sur autoroute 8, 9 litres, pour moi c'est très bien. Pour moi, c'est... pour une voiture de week-end, si on n'a pas ça tous les jours, ça reste cohérent. Pour moi, c'est... D'accord. Tous les jours,
Alors, je suis pas pour conduire ta voiture passion tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, celle-ci, je pourrais pas la conduire tous les jours parce que, d'ailleurs, ça m'était arrivé quand j'ai vendu la 306 à l'époque. Hein, je conduisais que la Subaru et puis en fait, ça me saoulait presque des fois de la conduire parce que t'as pas ce calme, t'es jamais tranquille et puis tu te dis, je suis en train de mettre des bornes alors que je profite même pas de ma philosophie. Ouais, je vois. T'as envie d'en profiter et puis moi j'ai envie de. Il faut que je sois excité pour vouloir la conduire dans le sens où il faut que je sois comme ça, que je me dise j'ai trop envie d'aller la conduire, je vais la conduire. C'est une voiture qui se conduit, je pense, de manière assez virulente. On peut, c'est fait pour après ça se conduit normalement, bien sûr. Hein. Mais je pense que quand tu es au volant, t'as envie, à mon avis. Le bruit, le look, ouais. T'as l'aiguille du contour qui est au centre comme les Porsche, donc t'as envie de la faire monter. Okay. Donc oui, c'est fait pour s'amuser, Ouais, c'est clair. Hein. C'est un châssis exceptionnel, c'est un moteur exceptionnel, c'est un look exceptionnel, t'as juste envie de taper dedans, quoi. Ouais. Donc toi, tu es de ceux qui disent que ça tient très bien la route. Ah oui, alors là, pour le coup... Parce que j'ai écouté un gars dire ça, hein, il a une Subaru justement, et lui, il disait que pour vraiment qu'elle décroche, il faut vraiment la pousser à bout. C'est ça, faut le voir. Sur la version WRX classique, donc 225 chevaux, c'est compliqué de se faire peur avec, parce qu'effectivement, 4 roues motrices, donc là, c'est en 50-50 permanent. Permanent. Okay. En 50-50, il n'y a pas de réglage possible sur celle-ci. Ça tient super bien la route. Alors 225 chevaux, c'est difficile de la faire glisser. Par contre, la version STI, si tu redonnes un coup de gaz dans un virage, tu peux la faire un peu glisser. Alors ce sera pas un drift, ce sera une glissade. Mais c'est un contrôle total dessus. Pour quelqu'un qui est débutant, tu te fais très difficilement peur. J'ai déjà réussi avec mon ancienne à me faire peur 2-3 fois, effectivement, où j'ai réaccéléré un peu trop fort ou quoi, et j'ai commencé à glisser dans des virages. Mais c'est sécurisant parce que tu replaces les roues, elle reviendra sur son chemin. Et c'est un rail, quoi. C'est hyper intuitif comme conduite. D'accord. D'accord. Par contre, il y a une option qui existait. Je sais pas pour quel marché ou je sais pas quoi, un DDCC ou un DCD. Là, je vais passer pour un pitre, mais j'ai plus le nom exact de l'option qui permet de réguler un tout petit peu. D'accord. Mais globalement, en général, c'est du 50-50. Ok. Ouais, ça, 50-50. Ouais, ça c'est top ça. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on voit des vidéos des Subaru qui sont pris dans 50 cm de boue et qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à tracter dans la boue des trucs. J'ai halluciné. Hein. C'est fou et ça marche vraiment, quoi. Ce sont pas des blagues. Hein. Non, vraiment pas. Moi, j'avais sur l'ancienne à Nancy, il y avait, c'est ce que je te racontais. Hein, il neigeait, il était tombé 20-30 cm de neige en un jour. Et j'avais la Subaru, je me dis, j'appelle mon pote, mon meilleur ami, et je dis, il n'y a pas moyen qu'on se voit, là, je l'ai jamais envoyé sur la neige, j'ai envie de voir ce que ça donne et tout. Mais les routes enneigeaient, hein, les routes, c'était tout frais, c'était le soir, et puis il me dit, vas-y, viens et tout, il habite un peu à la campagne, dans un endroit un peu vallonné. Je suis arrivé chez lui, on a posé nos fesses dans la voiture, on est parti rouler, j'avais des pneus lisses d'été, que j'avais pas encore changés. Et ça tient la route comme c'est pas possible. T'avais les gens qui roulaient à 15-20 km/h parce qu'il y avait de la neige. Moi, je pouvais les doubler à 50-60 en faisant attention, hein, toujours, mais impressionnant. Il n'y a pas une seule fois où je me suis enlisé. Pourtant, on est parti dans des coins en herbe, donc où il y avait vraiment zéro circulation, donc de la neige en pagaille, et puis donc ça glisse, hein, forcément, cette envie, mais ça se roule super bien. Super bien, Les vidéos, de toute façon, témoignent. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. J'avais vu une Subaru, je crois que tu l'as vu aussi, la Subaru qui tracte une sorte de pick-up aux abords d'un lac. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc qui vient, qui s'accroche, qui tracte et puis qui repart. C'est hallucinant. Hein. Comment c'est possible, ce système-là de transmission intégrale? C'est du génie. Hein. C'est ça. Quand c'est arrivé dans le rallye dans les années 70-80, donc avec le groupe B notamment, plus personne n'est repassé sur du moins bien parce que ça fonctionne super bien, quoi. Enfin, sauf sur les étapes asphalte où il y a les kit cars qui ont un peu pris le dessus sur le sec, parce que les 4 roues motrices n'adhèrent pas spécialement mieux sur du sec. D'accord. C'est équivalent.
Les tractions à l'époque mettaient une marmite aux 4 roues motrices sur les sols secs parce qu'elles étaient plus légères, donc plus maniables. Par contre, dès qu'on rentre sur de la pluie, de la neige, de la terre, donc les kit cars qui étaient en traction, même plus légères, elles s'inscrivaient même pas parce qu'elles se faisaient tuer. Et puis là, les 4 roues motrices, c'est là que ça arrivait dans toute sa splendeur, ça reprenait le dessus et puis c'est imbattable. Donc c'est top. Ouais, non, c'est fou. C'est top. Ça ajoute une sécurité dont on n'a pas forcément conscience quand on roule un véhicule, mais qui finalement cette sécurité-là est très importante finalement. C'est ça, même dans la vie de tous les jours, en fait, au-delà de ça, c'est une voiture hyper sécuritaire parce qu'effectivement, 4 roues motrices, c'est difficile de se faire peur sous la pluie. Ça partira pas en vrille. Enfin, bon, alors c'est pas pour autant qu'il faille faire l'imbécile non plus. C'est sûr. Mais comparé à une voiture de propulsion, enfin d'autant plus une propulsion d'ailleurs qu'une traction, c'est totalement plus sécuritaire. C'est totalement plus sécuritaire. Donc voilà. Donc tu valides quoi. Oui. C'est pas, alors oui, bon, on peut pas faire drifter ça comme une BM ou machin, enfin, c'est pas le même style de conduite, mais par contre, sur des routes sinueuses, alors je vais pas dire imbattable parce qu'il y a toujours mieux. Voilà, si tu prends une voiture de 350 chevaux, qui est toute légère, ça tiendra une Subaru dans les courbes. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans la terre, sous la pluie ou sous la neige, c'est plus efficace qu'une Ferrari. Si tu fais la course avec une Ferrari qui fait 550 chevaux, voire plus, et ça, dans la terre, elle gagnera. Mais tu sais, je pense que ça dépend aussi du pilote. Oui, tu forcément. Vois, parce que tu peux rouler un véhicule de 220 chevaux. Si tu es très bon pilote, tu peux tenir des véhicules de 400 chevaux sur route sinueuse. On parle pas de ligne droite, parce que ligne droite, ça a un peu d'intérêt pour moi, je trouve. Ouais, et puis, je sais pas, je trouve que c'est moins intéressant. Non, mais là, on parle plus moins de route sinueuse, et sur route sinueuse, tu peux tenir des véhicules qui sont 2 fois plus puissants que ta voiture. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est fait pour ça, quoi. Après, l'histoire de ligne droite, effectivement, elle se fera bouffer par moult et moult voitures, quoi. Forcément. Ligne droite, c'est une vieille voiture, donc voilà. Sauf si tu achètes un jour la Subaru de 500 chevaux. Oui, c'est vrai, mais si on reste sur des capacités de série, effectivement, je me ferais bouffer par des BM aujourd'hui qui font 550, 600 chevaux. Y a rien à faire. Mais le plaisir de conduite, en tout cas, il sera tout à fait différent. Parce que là, on ressent la route. C'est pas ce qu'on dit. Tu pourras toujours trouver une RS3 avec 400 chevaux qui sera plus performante. Puis en plus avec les systèmes quattro, donc 4 roues motrices aussi, alors c'est pas du 50-50 forcément non plus. Non. Mais ça sera hyper performant. Mais je crois que c'est du Haldex. Haldex, et donc c'est au besoin, quand il y a une perte d'adhérence, il me semble qu'il y a les 4 roues motrices qui s'activent. Mais on n'est pas, c'est pas système permanent comme ça. C'est ça. Et du coup, ça restera super efficace dans les courbes, etc. et tout, mais tu rentres dedans, en fait, tu ressens pas grand chose. Là, tu ressens tout. Tu sens que tu peux mourir à tout moment. C'est vraiment pas les mêmes sensations de conduite que les voitures récentes. Oui, parce que déjà, tu as beaucoup moins de. Alors, tu as quand même de l'électronique, mais ça n'a rien à voir avec les véhicules de maintenant. Carrément. Et donc, là, tu sens vraiment quand tu conduis la voiture, quoi. Tu as beaucoup moins d'aide que dans les véhicules actuels. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ces véhicules-là, je trouve qu'ils ont du charme. Ces véhicules-là ont beaucoup de charme aussi pour ça. Tu as beaucoup de sons maintenant qui sont trafiqués. Et là, on parle pas forcément des véhicules de maintenant, je dis au 2024-2025. Là, c'est même les véhicules de 2017-2018 avaient déjà des sons trafiqués. Et pour les passionnés, en tout cas, pour certains passionnés, parce qu'il y a des passionnés, encore une fois, c'est une passion qui est très subjective. Pour certains, c'est pas gênant. Mais les sons trafiqués là, alors que dans ça, il n'y a pas de son trafiqué. Oui, mais c'est ça. Là, c'est pas possible. C'est un vrai pur son. C'est ça qui est génial, c'est que donc déjà, c'est déjà plus compact comme voiture par rapport à l'époque. On construit toujours plus gros en termes de sécurité, etc. Donc rien que les sensations là, quand on compare une 205 GTI avec des panneaux de porte larges comme ça, où tu ressens absolument tout, et des 208 par exemple d'aujourd'hui, si on prend les mêmes gammes, c'est déjà plus pareil en fait. Et donc la conduite, c'est pas pareil. Le son, effectivement, alors que ce soit sur la Honda ou même sur la Subaru. Alors Subaru, du coup, elle a un son bien atypique, le vrai son rauque du 4 cylindres, du collecteur du 4 cylindres, qui sonne très grave et très
est très Subaru, hein, finalement, on la reconnaît aussi à ça. Et donc là, ça procure vraiment des vraies sensations, comme tu dis, quoi. Et ouais, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir de conduite. Et puis, il n'y a aucune aide dessus. Il n'y a pas d'anti-patinage ou quoi. Ça, c'est top, ça. Ouais. Si j'avais le choix, si on devait enlever l'argent en compte, on me laisse le choix entre une Lamborghini et une Subaru. Okay. Si on n'a pas le droit à cette option de j'achète la Lamborghini pour la revendre, moi, je prends la Subaru. Parce que... Alors j'ai déjà eu l'occasion de faire un tour en Lamborghini, alors c'est super, hein, je cracherai vraiment pas dessus, mais là c'est plus abordable, c'est plus amusant, c'est plus rigolo en fait. Et quelles étaient tes sensations dans la Lamborghini justement? Comment tu as senti le truc? C'est juste impressionnant parce que ça accélère fort, tu sens que c'est fait pour être sur circuit quoi. D'accord. Mais la voiture en fait elle est très grosse quand même. Et puis c'est pas pareil. Alors c'est super, hein. Franchement je cracherai pas dessus, c'est quand même des voitures qui sont faites avec de la passion, hein. C'est génial. Mais déjà c'est moins accessible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'époque c'était super parce que tu pouvais vraiment avoir un petit truc super amusant pour pas cher. Que ça soit, je pointe ça, mais ça peut être les 205 GTI, ça peut être les Honda Civic, les anciennes Honda Civic, tout plein de petits modèles comme ça qui payent pas de mine, quoi, qui sont abordables et avec lesquels tu t'amuses, quoi. Ouais. Donc, donc voilà, bon après moi je suis pas très objectif, je suis vraiment piqué Subaru, donc voilà, j'aime beaucoup d'autres modèles, mais ouais, je comprends. Oui, je comprends. Alors là aussi c'est très subjectif, mais j'avais quand même te poser la question. Tu es pour ou contre le côté hybride, le fait qu'on électrifie beaucoup les véhicules? Pour toi, quels seraient les avantages et inconvénients, tu vois, d'avoir ce genre de véhicule-là? Alors je suis pour l'électrification des voitures dans le sens où pour le commun des mortels, effectivement, c'est des voitures plus agréables à conduire. Alors c'est dans mon domaine d'études, j'ai réalisé, parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, j'ai réalisé un mémoire sur les voitures électriques l'année dernière dans mon domaine de recherche. Ok. Et donc j'ai cherché à répondre à toutes ces questions de pollution, etc., de est-ce que vraiment une voiture électrique c'est plus pertinent, etc. Ouais. Donc en émissions carbone, fatalement l'argument est que oui, c'est moins émetteur de carbone sur tout le cycle de vie. Donc en termes écologiques sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est intéressant. Ça renvoie sur toute la durée de vie de la voiture 3 fois moins de gaz à effet de serre. Ça on en voit quand même, donc ça répond pas à la solution de la pollution. Mais donc voilà, et puis après c'est surtout toutes les questions d'approvisionnement en matériaux, les terres rares, le cuivre, etc. et tout. Donc j'aime pas cette philosophie de dire j'achète une voiture électrique parce que je suis un vrai écolo, parce que les gens qui disent ça ne sont pas vraiment, ils ne connaissent pas toute l'envergure du problème. Et puis si en plus les gens achètent des gros SUV avec des batteries énormes, donc ça perd totalement de son intérêt. Donc je suis pour l'électrification un peu du parc auto pour que effectivement Monsieur tout le monde puisse avoir sa voiture, qu'il puisse recharger chez lui pour que ça coûte moins cher, pour avoir des trajets plus agréables, etc. et tout. Par contre, moi je suis dans la demi-mesure, c'est que effectivement je suis aussi pour ça, mais je serais aussi pour que le thermique continue à vivre. D'accord. Quitte à ce que ça soit avec des biocarburants et continuer à faire des modèles sportifs. D'accord. Ce qui reste d'exception, c'est pour ça que j'adore Toyota dans ce qu'ils font, c'est que ils acceptent de faire des voitures électriques qui plaisent à une partie des gens, mais à l'inverse, ils savent vraiment faire plaisir avec des passionnés à sortir une Toyota Yaris GR, 4 roues motrices, boîte manuelle, où là, c'est fait pour les passionnés, quoi. En fait, il en faut un peu pour tout le monde, quoi. Okay. C'est pas parce que tu roules dans une vieille voiture que tu es un gros pollueur, parce que déjà la voiture est construite. Donc déjà, toutes ces émissions de gaz à effet de serre que tu as en extrayant les matières, la consommation d'eau que ça implique, les problèmes géopolitiques, tout plein de sujets que j'ai traités du coup dans mon mémoire, donc c'est cool. Donc quand tu as une vieille voiture, en fait, tu en vois juste pas à la benne. C'est con de racheter une voiture, d'acheter une nouvelle voiture neuve en se disant c'est écolo, en allant jeter ta voiture donc soit à la poubelle, donc c'est stupide, soit la revendre dans le parc de l'occasion, mais du coup elle est toujours là. Donc, ok, d'accord. Donc il faut de la nuance partout. Donc il faut de l'électrique, pourquoi pas. Il faut de l'hybride aussi, pourquoi pas. Et il faut un peu de thermique pour les passionnés, parce que je suis un peu quand même passionné, donc j'ai envie de... Ouais, je vois. Voilà. Donc c'est nuancé, il en faut pour tout le monde. Ouais, voilà. Ok. Tu soulèves un point important, c'est que la nuance est très importante dans le sens où, ok, tu es pour l'électrification, l'hybridation, mais il faut effectivement faire la part des choses et être au courant aussi de ce que ça implique. C'est ça. Premièrement,
et ne pas être catégorique au point justement d'imposer ta manière de penser aux autres. C'est exactement ça. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont soi-disant pour l'écologie, qui vont agir vraiment de manière assez violente envers les personnes qui ne suivent pas leur manière de penser. Oui. Qui vont passer dans la rue. Alors j'avais vu ça. C'est des gens en fait qui ne sont pas contents que tu roules un SUV ou un véhicule qui soi-disant consomme, et donc ils vont te crever tes pneus. Donc le soir, en pleine nuit, ils marchent dans la rue et puis le premier SUV, allez, il te crève ton pneu. Dès qu'ils estiment que ton véhicule ne répond pas à leurs attentes, c'est ça. Mais je me dis, mais premièrement, pour qui tu te prends? Alors déjà. Deuxièmement, en fait, c'est contre-productif ce que tu fais là. Et oui. Parce que tu vas crever les 4 pneus, mais maintenant pour partir, j'ai besoin de faire venir une dépanneuse. Donc j'appelle la dépanneuse, elle consomme. Elle consomme parce qu'elle est grosse, enfin c'est normal, donc elle pollue. Ouais. Tu as crevé les pneus de 20 voitures. Donc pareil, il faut répéter la même démarche pour tous les véhicules. Donc c'est contre-productif. C'est du caoutchouc que tu fous en l'air. Mais et donc tu rachètes d'autres pneus. Donc enfin, les gens là ne réfléchissent pas trop de manière systémique. En fait, c'est ça qu'il faut. Encore une fois, c'est de la nuance, c'est qu'il faut réfléchir à tout processus. Oui. Parce qu'en plus, du coup, c'est pas comme ça que tu vas convaire le mec qui a acheté son SUV. Mais c'est pas du tout au contraire, il va juste rentrer dans une opposition totale et acheter un gros Dodge Ram. Mais donc, bien c'est comme les écologistes qui se foutent là sur les autoroutes ou dans la rue et puis qui t'empêchent de passer. Mais ça. Et puis c'est des gens qui ont même pas vraiment les solutions, quoi. C'est du greenwashing, en fait, c'est du greenwashing. Enfin, c'est juste, moi je veux être écolo, donc je vois un truc qui pollue et c'est pas bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est les mêmes gens qui sont, par exemple, bon là on rentre vraiment dans des débats qui sortent du domaine automobile, mais c'est des gars qui sont contre le nucléaire en disant c'est super dangereux et tout, alors qu'aujourd'hui les centrales sont hyper sécurisées, sont conçues pour résister à des tsunamis alors qu'ils sont en plein milieu de la France, à des chocs d'avion. C'est plus du tout les mêmes réacteurs que Tchernobyl. Enfin, et c'est l'électricité zéro carbone en fait. Et la France est un des pays les moins émetteurs de carbone là-dessus. Donc ils prennent pas cette vision globale, ils réfléchissent pas sur leur globalité du problème, que ce soit pour les voitures, et donc c'est pas, oui effectivement c'est pas juste en critiquant les gens qui ont des voitures qui consomment que... Mais ça va même au-delà de la critique, je trouve que c'est même du rejet. Tu vois, oui, c'est ça. Pour moi, en fait, barrer une route et empêcher les gens de passer, mais c'est tellement contre-productif parce qu'en fait, il y a des gens, premièrement, il y a des gens qui vont travailler et en fait, ils sont même pas forcément concernés par ton souci et toi, tu les empêches de passer. Et puis c'est pas comme ça en fait que tu vas réussir à résoudre le problème. Il faut prendre le problème vraiment à la source. C'est pas les utilisateurs qu'il faut blâmer. C'est vraiment prendre le problème à la source. C'est pas en restant là assis sur le bitume que tu vas réussir à refaire. C'est ça. En plus ça va pas. C'est ça. Ben, finalement tu n'y arrives pas parce que les gens arrivent quand même à passer. Ça crée des frustrations, ça crée de l'agressivité. Finalement. C'est contre-productif. Mais c'est contre-productif. Tout le monde est fâché. Donc on t'en veut parce que tu m'as empêché d'aller au travail, tu m'as empêché d'aller exercer mon métier, d'aller soigner si je suis médecin ou infirmier. Moi, je me mets toujours à la place des autres et tout. Effectivement, ils sont dans une situation où ils se disent bon, le monde va mal et puis du coup ils voient ce mec-là comme opposant. Tu vois, t'as un gros moteur diesel, mais c'est pas lui le problème. Le problème, c'est qu'on lui a vendu cette voiture déjà. Ce mec-là, il a besoin de se déplacer. Il a peut-être pas d'autre alternative parce que les transports en commun, c'est bien marrant, mais... Bon, petit souci technique. ouais. Ça a coupé. En fait, tu disais... Enfin, on se disait que... voilà, il y a une nuance. C'est ça. Que ce soit dans le sujet de l'automobile ou quoi, tout est à nuancer. Ouais. Faire des voitures électriques en gros SUV de 2,5 tonnes, c'est pas écologique du tout parce que les quantités de matière sont démesurées et c'est déjà pas soutenable. Ouais, d'accord. Et puis ça coûtera de plus en plus cher parce que l'extraction sera de plus en plus difficile. Puis encore une fois, s'il faut donner des chiffres, alors là, moi, je peux le faire. J'ai un mémoire dédié à ça. Donc, Je suis en train de me dire que les gens là qui bloquent les automobilistes, là encore, le côté contre-productif est dans le fait que les gens sont à l'arrêt, leur moteur tourne, donc finalement, ça ne fait que rallonger la durée de la pollution.
Les moteurs restent allumés pour rien. C'est ça, c'est ce qu'on disait avant que ça coupe, quoi. Puis il y a des gens qui travaillent, on peut penser à n'importe qui, mais il y en a certainement dans l'eau qui travaillent pour cet environnement, tu vois. Donc il y a plein de questions à se poser. On n'a pas forcément encore toutes les réponses, mais c'est effectivement, comme tu dis, c'est pas en agissant bêtement et en militant frontalement qu'on arrivera à changer les choses, que ce soit sur ce sujet ou sur tous les autres sujets. Les vignettes critères sur les voitures, c'est de la frustration, c'est de la punition. Et alors bon, ça a été supprimé il y a quelques temps, donc c'est bien. Mais c'est c'est du changement punitif, ça fait pas évoluer les gens. Alors si on leur donne un argument en disant choisis un autre moyen de transport, regarde, tu vas gagner et du temps et de l'argent. Le commun des mortels dira oui. Alors nous, les passionnés de voitures, on continuera à rouler de temps en temps avec parce que c'est une passion. Mais c'est pas les quelques voitures d'exception qui roulent sur le territoire qui vont faire que... non, mais clairement pas. En attendant, tu as des richissimes qui prennent un jet privé pour faire des distances dérisoires, là. C'est ça. Jet privé, quoi. Ouais, voilà. Donc à jet partir privé, faut arrêter de taper sur les petits, moi, je pense. c'est des yachts KE, des yachts qui prennent 50 personnes, enfin... C'est ça. Ça, je pense que tous les gens normaux le savent déjà, en fait. Là, après, on rentre dans le débat politique, mais on a chacun notre petite touche à apporter, et c'est pas en jetant notre voiture à la poubelle que ça va marcher. Ah, c'est clair, non, c'est clair, surtout pas ça. Non, vraiment, faut pas mettre ça à la poubelle, et puis je veux bien la faire rouler avec des biocarburants, ça, y a pas de souci, mais du moment qu'elle peut rouler... non, on est sur la même terre, il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble, et puis voilà, quoi. En tout cas, je suis vraiment très content que tu sois passé je suis content avec ta voiture. Je suis très content d'être venu, c'est un peu original, et puis... Puis voilà, donc très content de pouvoir d'avoir à parler un peu de tout. C'est cool. Très intéressant. Merci. Super concept. Moi, de toute façon, on va un peu parler de ta voiture de plus près. On va filmer et puis tu vas un peu nous expliquer les différences entre WRX et WRX STI. Pas de souci. Parce qu'il y a pas mal de petites nuances. C'est ça, c'est ça. Je ferai le tour et puis on aura l'occasion d'en parler. On va regarder ça de plus près. Ça sera intéressant pour les vrais fans de Subaru. Alors, je prétends pas avoir tous les éléments, mais j'en ai une bonne partie. Donc, Ok, écoute, on y va? Ouais, allez, c'est parti.